Le cas d'Agnès Varda est fascinant parce que dans les installations qu'elle fait depuis 8 ans, comme dans Les plages d'Agnès, son dernier film, on assiste à une sorte de mixage perpétuel des deux positions, mais qui n'en demeure pas moins singulière pour moi, parce que même si elles s'interpénètrent et se nourrissent l'une de l'autre, c'est pas la même chose d'aller voir Les plages d'Agnès dans une salle de cinéma pendant 1 heure et demie, assis dans le noir, sans pouvoir bouger, et déambuler, se promener, s'arrêter, fasciner, s'asseoir un moment, tout ce qu'on veut, à l'intérieur des différentes installations qu'Agnès Varda réalise depuis quelques années. Alors le cas de Chris Marker est assez différent, parce que Marker a fait son dernier film, qui est Level 5, sur lequel j'avais écrit un article qui se trouve dans Notre Image 2, le précédent recueil, et à partir d'un certain moment, Marker a commencé à penser que le cinéma pouvait être considéré comme une chose du passé. Qu'au fond, la mort du cinéma, ce ne serait pas un drame tel, ça serait une immense mémoire de tous les souvenirs que le cinéma a permis d'accumuler pendant un siècle, et que peut-être il fallait passer à autre chose. Et c'est comme ça qu'il a commencé à faire son CD-ROM In Memory, qui est une œuvre absolument étonnante d'informaticien du dimanche, mêlant toutes les strates de sa mémoire à l'intérieur d'un espace où on circule avec une souris dans une interaction généralisée, à l'intérieur duquel il a entre autres déclaré que le cinéma pouvait s'effacer, disparaître, etc., etc. Et qu'à partir de là, Marker a commencé à continuer à faire des installations de temps en temps, qu'il a mélangées avec beaucoup d'incursions faites sur l'internet, etc., etc., et qu'il a continué au fond à faire en un sens la même chose, c'est-à-dire cette espèce de mélange d'agitation intellectuelle, artistique, etc., qui a toujours été politique, qui a toujours été le propre de l'œuvre de Chris Marker, cette subjectivité admirablement en éveil par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, mais qu'il l'a fait de façon différente quand il le faisait dans des films comme Sans Soleil ou Level 5, et qu'il l'a fait dans ce CD-ROM dont je parlais, In Memory, ou dans une installation comme The Hollow Man, à laquelle j'ai consacré un texte pour moi important à l'intérieur de la querelle des dispositifs, et qui est un dispositif extraordinairement particulier, qui était pour lui, paradoxalement, le premier acte de ce qu'il considérait à l'époque comme un projet de film, qui se serait appelé Owls at Noon, les hiboux à midi, qui aurait été une sorte de film récapitulatif sur l'effet de la Seconde Guerre mondiale sur le XXe siècle. Ce film, il ne l'a jamais fait. Il était très âgé d'un côté, mais peut-être il commençait à désespérer de la façon dont ça pouvait être fait en film. Et en un sens, je pense que son projet était de plus en plus de le concevoir par rapport à l'Internet comme travail sur des archives et d'organisation de la mémoire sur Internet. Et puis Marker, à la fin de sa vie, était passionné par ce site très particulier qui s'appelle Second Life, et auquel il a consacré beaucoup d'énergie en reconstruisant son monde à l'intérieur de Second Life. Donc on a là un itinéraire tout à fait extraordinaire d'un cinéaste d'abord écrivain, il ne faut jamais l'oublier, et photographe, qui devient cinéaste, qui fait 40 films peut-être pendant un demi-siècle ou plus, et qui, à la fin de sa vie, commence à rebricoler des installations d'un côté, des DVD de l'autre, des CD-ROM, enfin des DVD de création, et qui va vers l'Internet comme lieu virtuel de la production de nouvelles images et d'une nouvelle façon de se rapporter et de lire les images. Donc c'est fascinant dans les deux cas, et les deux cas m'ont passionné, celui de Varda et de Marker, très spécifiquement, parce que j'avais suivi leur travail depuis le tout début, dès l'époque de la Nouvelle Vague et tout ça. Les installations sont si j'ose dire, des pièges à émotions. Je veux dire qu'à l'intérieur de chaque dispositif, qui par définition a une dimension conceptuelle, puisqu'il faut qu'il invente son propre concept de projection et de vision, mais dans les installations, les bonnes installations, sauf celles qui seraient purement conceptuelles et qui peuvent être tout à fait passionnantes au niveau du pur concept, ce qui est proposé, c'est évidemment une possibilité d'émotion au niveau de la perception. L'installation dont tu parles se trouvait à la Biennale de Lyon, où je m'ennuyais un peu, effectivement,
parce qu'il y avait beaucoup de choses un peu politiques, un peu engagées, qui au bout d'un moment me faisaient un peu vrère. Beaucoup de bruit, beaucoup de déclarations, et tout d'un coup, au tournant d'une salle, je suis tombé sur une chose extrêmement simple, des torchons, effectivement, alignés de façon inégale sur des fils, et qui, projetés contre un mur, devenaient une série de carrés noirs sur blanc, et cette image était absolument saisissante. Il avait suffi à l'artiste qui s'appelle Eulalia Valdosera, qui est une artiste catalane, de projeter de la lumière blanche, un film entièrement blanc, et de disposer ces torchons de telle façon à ce que ça produise l'effet en question, qui était la production d'une image, la conception d'une image dans l'espace, saisissante par le fait qu'elle induisait une émotion extrêmement minime, mais extrêmement pure. Et c'est ça qui m'a beaucoup attaché dans cette œuvre. Oui, je parle des 3 dernières installations de Thierry Guenzel, qui est sans doute l'artiste auquel j'ai consacré le plus de textes, si on accumule les 3 entre-images, ou en tout cas les 2 entre-images et la querelle des dispositifs. C'est quelqu'un dont j'ai été particulièrement proche, grâce à qui j'ai commencé à m'intéresser à ce qui à l'époque était l'art vidéo, et dont j'ai suivi tout le travail jusqu'à son dernier souffle, c'est-à-dire jusqu'aux 2 dernières installations. La dernière n'a été montrée qu'après sa mort. Et c'est un artiste qui a varié extraordinairement les procédures de construction de ses installations, en restant, lui, venu de la théorie du cinéma qui nous avait à l'époque réunis dans les années 70, très très lié à la mémoire du cinéma, comme possibilité même de fournir des images qui deviendraient, reconverties à l'intérieur de l'espace d'installation pour pouvoir être interrogées à partir de l'effet film qu'elles avaient produite sur le spectateur, déplacées et reconfigurées à l'intérieur de l'espace d'installation. Donc c'est un artiste auquel je tiens particulièrement, et c'est la raison pour laquelle les 3 derniers textes que je lui ai consacrés sont aussi les 3 derniers textes de la querelle des dispositifs. Comme j'ai été particulièrement passionné par l'idée de la variabilité des situations d'installation, j'ai été aussi très attiré par une série d'œuvres dont j'ai réuni les commentaires auxquels je me suis livré à l'intérieur d'un chapitre que j'ai appelé « Du livre ordinateur à l'espace urbain installé ». C'est-à-dire d'un côté le travail que quelqu'un comme Jean-Louis Boissier a fait à partir des Confessions de Rousseau pour organiser un objet sous la forme d'un CD-ROM, un objet culturel et visuel extrêmement singulier à partir des Confessions de Rousseau, qui est une sorte de traduction, réverbération du livre dans l'espace. Et je dis réverbération parce que l'ensemble du texte des Confessions de la Pléiade se trouve incorporé au DVD, ce qui veut dire que c'est malgré tout une expérience qui met en rapport forcément les mots et les images. Et de l'autre côté, j'ai été très attiré par des œuvres comme celle de Tony Horsler, de Tania Ruiz Gutiérrez et de Beat Strolli, qui ont diversement installé des images dans des espaces, en extérieur, que ce soit pour Tony Horsler, son immense installation The Influence Machine, qui a été installée à New York et à Londres et à Stockholm dans des espaces extérieurs et qui se composait d'immenses projections sur des arbres, sur des murs, etc. et qui rejouait un peu la fantasmagorie de Robertson de la fin du XVIIIe siècle dans un immense espace extérieur pour attirer tous les passants à l'intérieur de cet espace de vision protéiforme, ou ce qu'a fait Tania Ruiz Gutiérrez quand elle installe 2 fois 26 écrans, j'espère que je ne dis pas de bêtises sur le nombre, dans la nouvelle gare de Malmö, pour figurer pour les voyageurs qui attendent le train et qui vont monter dans le train, des voyages en train dans tous les pays du monde, avec des images qui défilent à l'intérieur sur ces écrans, qui offrent une reconfiguration du voyage en train, comme celui qu'on faisait dans les installations des foires universelles du début du siècle, où on figurait le voyage en train à travers des installations de défilement d'images, ou l'art de Beat Strolli qui installe beaucoup de ses photos en extérieur,
dans des espaces publics où les photos qu'il fait de citoyens du monde entier et de tous âges et de toutes conditions deviennent une sorte de polyphonie visuelle de la condition humaine aujourd'hui à travers tous les visages qu'il rassemble. Et là, il y a une installation qui m'avait particulièrement intéressé, qui s'appelle La Voie publique, qu'il a exposée, enfin qui est une installation à demeure, enfin qui fait partie dorénavant du paysage, qu'il a installé dans un tunnel qui conduit à la nouvelle gare de Gand, qui est en construction, et où il a réuni toute une sorte de défilé de population, comme une sorte de symphonie visuelle le long d'un trottoir de 80 mètres.